Le parti AGDMR allait soutenir le candidat UPR à Nouadhibou au second tour des élections se sont avérées fausses. Nous portons à la connaissance de nos militants qu'aucune consigne n'a été donnée pour soutenir de près ou de loin un candidat de la majorité, Dixit Ibrahim Assar, au cours d'une émission. Par contre, fidèle à son discours, lors de sa conférence de presse, l'AGDMR réitère sa position en donnant des consignes très claires, là où l'opposition est au deuxième tour contre l'UPR ou un candidat des partis de la majorité. L'AGDMR demande haut et fort, sans condition, de soutenir le candidat de l'opposition. Là où un candidat de l'UPR est en face d'un candidat d'un parti de la majorité, aucune consigne n'est donnée et Nouadhibou ne fera pas l'exception, avait déclaré le président Ibrahim Assar. Le candidat au premier tour pour la députation à Zouéret pour le compte du parti Vadila, Sidi Mohamed Ould-Ali Ould-Krekid, et le responsable de la jeunesse du parti, lui-même, Sidi Bab Ould-Sid Ahmed, ont annoncé leur soutien au deuxième tour au candidat UPR pour les municipales et législatives. Le président de la coordination de l'opposition démocratique, CODE, Ahmed Ould-Daddah, a effectué des visites de terrain à certaines sections de son parti disséminées dans les Mourata'a de la capitale Nouakchott. Objectif: mobiliser les militants et les sympathisants au niveau de ces sections en perspective de la marche que comptent organiser les partis de l'opposition mercredi prochain, quelques jours avant le second tour des élections législatives et municipales prévues le 21 décembre courant. Le parti d'opposition mauritanien Sawab a affirmé sa non-reconnaissance des résultats provisoires du premier tour des élections législatives et municipales du 23 novembre dernier, annoncé par la CENI. Le président du parti Sawab, Ould Harme, qui était l'invité de notre édition en arabe, a déclaré que ces résultats ont été manipulés au point qu'ils ne traduisent plus la volonté des électeurs. Par conséquent, le parti demande la dissolution de la CENI, la poursuite des auteurs des manipulations et le recomptage des voix dans certaines circonscriptions électorales. La Mauritanie est signataire de la Convention 138 de 1973 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum de l'admission à l'emploi et de la Convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Le travail des enfants de 5 à 14 ans représente plus de 16% en Mauritanie, mais il n'existe pas la législation mauritanienne de loi spécifique au travail des enfants. Une analyse de Sid Ahmed Bouedilatou. Le spectacle du travail des enfants de très bas âge est devenu une scène ordinaire dans les quartiers périphériques de Nouakchott. Mais même si le travail de ces gamins est d'utilité publique et consistant à vendre de l'eau ou à transporter des ordures ménagères après les avoir fouillés pour collecter des boîtes de conserve à base d'aluminium pour les revendre à 200 ouguiya. Malheureusement, là ne doit pas encore être leur place du fait de leur jeune âge. En effet, la place naturelle d'un enfant est d'abord et avant tout l'école, car ni son corps ni son esprit ne peuvent encore supporter les contraintes inhérentes au boulot. Principale cause ayant poussé les parents à vouloir très tôt rendre leur progéniture productive. Malheureusement, ces enfants fouillant ces ordures n'apportent pas grand-chose à leur famille et s'exposent à toutes sortes de risques, maladies, délinquances et déviations. De tels enfants se développent plus lentement que les autres et ont des poids et des tailles plus petits que leurs semblables, normalement protégés, alors que l'école est le meilleur moyen de conférer à l'enfant une personnalité équilibrée et de préparer les jeunes générations au futur. Malheureusement, ces enfants n'ont aucune chance de sortir de la spirale de l'exclusion et de la misère. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 sur le droit à l'éducation, indispensable pour que chaque enfant puisse développer ses capacités et se construire un avenir. La Mauritanie est signataire de la Convention 138 de l'OIT sur l'âge minimum de l'admission à l'emploi de 1973 et de la Convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Mais il n'existe pas dans la législation mauritanienne. En Mauritanie, le travail de ces enfants de 5 à 14 ans représente plus de 16% selon des sources de l'UNICEF. Le service des urgences est le pavillon où atterrissent le plus souvent et à toute heure des malades venus de toutes parts. Très sollicités, les médecins en service au niveau des urgences sont souvent débordés et font ce qu'ils peuvent pour sauver des vies. Un véritable défi au centre hospitalier de Nouakchott où les équipements font souvent défaut. Un reportage de Fofana Issa. Évacués aux urgences, aller aux urgences de l'hôpital national, un groupe de mots qui glacent d'effroi la plupart d'entre nous, en émettant le vœu d'en être préservé. On se surprend même parfois à penser que cela n'arrive qu'aux autres,
alors que dans notre quotidien ambiant, les circonstances de la vie nous y conduisent souvent. Et cela peut résulter d'une imprudence de notre part ou d'autrui, causant des accidents traumatiques divers. La cause peut également découler des sinistres domestiques entraînant des dommages corporels sans même sortir de chez soi. On peut citer pour exemple des brûlures profondes ou l'électrocution pour mauvaise manipulation d'objets ou matériels usuels. Mais beaucoup de gens s'y retrouvent aussi par le fait d'un dérèglement soudain et anormal du fonctionnement de notre propre organisme, telle la pression artérielle déficiente qui nous rend hypo ou hypertendus, voire même conduit à un AVC, l'insuffisance cardiaque, également une détresse respiratoire et même parfois des pathologies neuromentales. Ceux qui ont la chance passent juste le temps d'une prise en charge de quelques heures et relâchés. Mais la plupart sont retenus pour soins intensifs ou pour nécessité d'observation médicale, imposant donc une hospitalisation de plusieurs jours dans un environnement peu enviable par l'inconfort, la vétusté du matériel et une structure obsolète. Notre souci a été néanmoins tempéré par l'enthousiasme et l'optimisme du médecin urgentiste de service que nous avons trouvé sur place, Dr Sidati Ouloulba, qui contraste avec notre inquiétude et par rapport à ce que nous avons ressenti en visitant les lieux. Ici, c'est que le problème qui se pose, et comme je l'ai déjà dit, c'est un problème de pression. On reçoit énormément de patients. C'est plus de la capacité dans cet hôpital. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez tout patient évacué de l'intérieur, quel que soit le motif de l'évacuation, si ce n'est pas un problème cardiaque qui ne présente pas à plus de 5% de l'évacuation, il sera adressé directement aux urgences de l'hôpital national. Quel que soit le motif, il n'y a pas une autre structure sanitaire qui le prend en charge où on peut adresser un malade évacué de l'intérieur. Tout ce qui est traumatisme au niveau du territoire national, on le prend en charge que ici au niveau de l'hôpital national. C'est-à-dire urgence par la programmation. En fait, il y a quelques opérations qu'on fait dans 2 autres hôpitaux. Mais tout ce qui est urgence, on le fait qu'ici au niveau de l'hôpital national. Rassurant, mais on reste néanmoins perplexe que notre médecin n'était pas informé sur ce grand projet qui a fait objet de décret au Conseil des ministres récemment. Projet validé pour transformer l'hôpital psychiatrique de Sefra en centre de spécialité médicale et qui regrouperait différents plateaux techniques traitant plusieurs pathologies, entre autres l'ORL. On suppose que l'urgentiste, qui devait être l'un des bénéficiaires, car le projet, s'il prenait forme, décongestionner le service d'urgence de l'hôpital national, n'en était pas informé. Reste à souhaiter qu'il n'est pas déjà rangé au placard. À chacun d'apprécier. Le téléphone portable était un luxe il y a juste une décennie. Il est devenu avec le temps une nécessité, un compagnon de tous les jours. En Mauritanie, les portables ont conquis les cœurs de toutes les générations. Petits et grands, hommes et femmes ne peuvent plus s'en passer. Un reportage de Awa Sissoko. De nos jours, le téléphone portable est omniprésent dans la vie quotidienne des citoyens. Toutefois, l'usage abusif de cet appareil peut entraîner des problèmes de santé, mais aussi des problèmes de sécurité routière. En effet, des accidents de circulation, mais plus souvent des embouteillages, sont causés par la distraction du conducteur. On sait que les portables causent des problèmes de santé, mais un autre problème. Ceux qui utilisent les portables causent des embouteillages, des accidents de voiture. On ne peut pas s'en sortir comme ça. L'arrivée de nouvelles technologies d'information et de communication, parmi lesquelles le téléphone portable, a complètement bouleversé les habitudes de communication des Mauritaniens. Ce que je voulais dire, le téléphone nous permet de pouvoir communiquer à distance. Donc je crois que c'est une figure emblématique en ce sens qu'elle nous permet de pouvoir communiquer avec notre interlocuteur étant éloigné. Mais ce que je voulais dire comme conséquence, c'est que le téléphone aussi, quand tu l'utilises longtemps à l'oreille, je sais que ça cause beaucoup d'inconvénients. Le téléphone mobile reste sans nul doute le moyen le plus utilisé pour échanger les informations, mais doit être utilisé avec beaucoup de précautions. La page internationale de ce journal à présent. Tôt ce matin, un véhicule piégé s'est jeté sur la banque malienne de solidarité BMS à Kidal, nord-est du Mali, faisant des morts, parmi eux des soldats maliens et africains de la force de l'ONU au Mali. Un résumé de Sid Ahmed Bouililatou. Un attentat a tué aujourd'hui 14 décembre 2 soldats sénégalais de l'ONU gardant une banque à Kidal, dans le nord du Mali, à la veille du second tour des législatives et au moment où l'armée française mène une vaste opération anti-djihadiste dans la région. Un véhicule bourré d'explosifs a foncé sur la banque malienne de solidarité BMS, gardée par des soldats maliens et d'autres africains de la force de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Selon une source militaire à la MINUSMA, le kamikaze est venu par l'est de la ville. Il a tout de suite foncé sur la banque avant d'exploser. Il y a eu un très grand bruit. Les battants de certaines maisons situées à plus de 500 mètres de la banque ont été emportés par l'explosion.
a ajouté cette source. C'était un attentat bien préparé, a-t-elle poursuivi. Un djihadiste malien, Sultan Oulbadi, qui a été membre de plusieurs groupes islamistes armés du Sahel, a, au nom de tous les moudjahidines combattants de l'Azawad, cette opération est une réponse aux pays africains qui ont envoyé des militaires pour soutenir le combat de François Hollande en terre d'islam, a déclaré en français Sultan Oulbadi. Le djihadiste qui a été membre de plusieurs groupes islamistes armés du Sahel a revendiqué ce samedi, dans un appel téléphonique à l'AFP, l'attentat de Kidal, nord-est du Mali, qui a tué 2 soldats sénégalais de l'ONU. Les exactions et les violences interreligieuses continuent en Centrafrique, malgré les appels au calme de l'ONU et des autorités religieuses locales. Un récit de Ahmed Hassan. Une tension extrême régnait samedi à Bangui où un musulman a été tué à coups de machette, en dépit des appels de l'ONU et des autorités locales à mettre un terme au massacre interreligieux. Dans la capitale centrafricaine, un musulman à moto a été lynché, tué à coups de machette par des habitants près de l'aéroport. Quelques instants plus tard, des gens brandissaient les mains coupées de la victime. Dans un message radiophonique adressé au peuple centrafricain dans la nuit, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a demandé aux dirigeants religieux et aux responsables locaux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, de se faire messager de la paix. Les tueries entre chrétiens et musulmans ont fait plus de 600 morts en une semaine en Centrafrique et 160 000 déplacés rien qu'à Bangui selon l'ONU. Une agence de l'ONU a fait état vendredi du massacre de 27 musulmans dans un village de l'ouest du pays. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la rébellion Séléka, majoritairement composée de musulmans en mars 2013, chrétiens et musulmans vivaient en bonne entente dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. Les autorités religieuses des communautés chrétiennes et musulmanes multiplient les appels au calme et tentent de lancer des opérations communes de dons de nourriture ou des cérémonies religieuses avec la présence de membres de l'autre communauté. Après la décision de l'administration américaine d'ajouter à sa liste noire des entreprises qui auraient commencé illégalement avec le régime de Téhéran, l'Iran annonce la suspension des négociations à Vienne. Un récit de Ahmed Hassan. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir ajouté à leur liste noire une dizaine d'entreprises et d'individus, en majorité iraniens, soupçonnés de commercer illégalement avec l'Iran. L'Iran a rétorqué en suspendant ses négociations avec les grandes puissances, dénonçant ainsi la décision des États-Unis comme un geste contraire à l'esprit de l'accord de Genève conclu fin novembre. Le secrétaire d'État américain John Kerry a néanmoins assuré vendredi soir que ces négociations reprendraient dans les jours prochains, minimisant ainsi la suspension annoncée par l'Iran. À Vienne, la délégation iranienne négociait des aspects pratiques de l'accord signé le 24 novembre en présence de responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique chargée de superviser sa mise en application. Selon l'accord, qui vise à donner des garanties à la communauté internationale sur la nature purement pacifique du programme nucléaire de Téhéran, l'Iran doit limiter pendant 6 mois ses activités nucléaires en échange d'une levée partielle des sanctions occidentales. L'ONU et l'Union européenne s'engagent également à ne pas imposer de nouvelles sanctions liées au nucléaire pendant cette période, tandis que l'administration américaine doit éviter d'en imposer. De nombreux parlementaires américains, cependant, méfiants vis-à-vis des dirigeants iraniens, envisagent de nouvelles sanctions économiques pour forcer Téhéran à signer un accord final qui inclurait l'abandon du droit à l'enrichissement d'uranium. Et maintenant, l'actualité en bref et en images avec Sid Ahmed Bouililato. Le président égyptien par intérim Adli Mansour a annoncé ce samedi que le référendum sur la nouvelle constitution en Égypte se tiendra les 14 et 15 janvier prochains. Un espion travaillant pour le service britannique du renseignement extérieur a été arrêté dans la province de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, selon une source judiciaire citée par l'agence de presse IRNA. La dépouille du héros de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela a été ramené sur la terre de ses ancêtres, dans le sud rural du pays. Il sera enterré dimanche en l'absence de son ami et vieux compagnon de lutte Desmond Tutu, qui n'a pas été invité. L'opposition ukrainienne pro-européenne et les partisans du président Viktor Yanukovych se faisaient face à face dans un climat tendu samedi à Kiev. Le parti au pouvoir organisant une grande contre-manifestation à proximité du centre de la contestation. Ainsi s'achève notre journal. Le rappel des titres. Le parti AJDMR dément avant avoir lancé un mot d'ordre pour le soutien du candidat UPR à Nouadhibou. Le parti d'opposition mauritanien Sawab a affirmé la non-reconnaissance des résultats et l'annulation des scrutins du 23 novembre dernier.
Au Mali, un kamikaze se fait exploser près d'une banque, tuant 2 soldats sénégalais de la MINUSMA. Ainsi s'achève notre journal. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention et restez au programme de l'Ouattania.